D'accord, Alexander. Parlons de ce qui se passe dans le conflit en Ukraine. Il y a de plus en plus de discussions sur la possible démission ou le licenciement de Syrski. Certains disent que Syrski et Zaluzhny pourraient vouloir se rendre à l'armée russe, parce qu'ils réalisent que l'illusion de Shmyhal, je dis illusion, n'est que cela. On parle d'une sorte de mafia générale de haut niveau en Ukraine. Tout cela vise à amener l'Ukraine à se rendre à la Russie, parce que les généraux comprennent que cette guerre ne peut pas être gagnée. Et nous avons le deuxième sommet pour la paix. And we have the second peace summit. Zelensky is saying that Russia is invited. Zelensky dit que la Russie est invitée. C'est très aimable de sa part que la Russie soit invitée à ce sommet pour la paix, ou qu'un représentant russe soit invité. Mais il y a aussi des discussions affirmant que Zelensky dit cela simplement parce qu'il anticipe que la Russie ne viendra pas au sommet pour la paix. Lorsqu'ils ne se présenteront pas au deuxième sommet pour la paix, cela montrera que la Russie n'est pas intéressée par la paix. Alors, que pensez-vous de tout ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui? Je pense que Zelensky n'a aucun désir sincère de négocier ou de parvenir à la paix. Comme nous l'avons discuté dans de nombreux programmes, Zelensky comprend parfaitement bien que s'il y avait un mouvement sérieux maintenant pour parvenir à la paix et mettre fin à la guerre avec la Russie, il y aurait une crise politique immédiate à Kiev. La brigade Azov a déjà donné des avertissements, disant essentiellement à Zelensky que s'il empruntait cette voie, il s'en prendrait à lui. Ce sont des avertissements assez explicites d'ailleurs. Même s'il survivait physiquement, politiquement, il serait fini. Je veux dire, il ne serait pas capable de rester président de l'Ukraine. Après toutes ces années de guerre et tous ces terribles sacrifices, le peuple ukrainien commencerait enfin à en prendre la véritable mesure. Je pense que Zelensky sait parfaitement qu'il ne pourrait pas survivre politiquement si la guerre devait se terminer. Comme je l'ai dit, sa propre sécurité personnelle est également en jeu. Donc, je ne pense pas qu'il veuille la paix. Mais en même temps, la situation en Ukraine montre de manière écrasante la nécessité de celle-ci. Donc je ne sais pas exactement quel conseil Syrski et peut-être Zaluzhny donnent. Mais Bezuglia, qui est l'une des députées de la Rada, va partout en disant que Syrski affirme que se rendre maintenant est la seule option. Elle prétend que l'armée est presque épuisée et qu'ils ne peuvent pas continuer à résister beaucoup plus longtemps, car les ressources de l'Ukraine sont presque épuisées. Donc, elle dit que c'est ce que Syrski dit. Zaluzhny pourrait dire la même chose. On a l'impression que les hauts dirigeants militaires comprennent à quel point la situation devient désespérée. Chaque jour, nous recevons de plus en plus de rapports sur les pertes ukrainiennes épouvantables. Selon les Russes, ils en sont maintenant à environ 2000 hommes morts et blessés chaque jour, des pertes que l'Ukraine ne peut pas remplacer. Chaque jour, nous recevons des rapports de nouvelles avancées russes et de positions fortifiées tombant aux mains des Russes. Ce matin, il y avait des rapports indiquant qu'une route clé vers la ville fortifiée de Vuhledar a été coupée et que les Russes ont pénétré dans la partie principale de Chassiv Yar. Cela se produit maintenant chaque jour. L'Ukraine est bombardée et écrasée. Il y a de plus en plus de doutes sur les capacités des F-16 à accomplir quoi que ce soit dans la guerre. Les promesses de l'Union européenne de centaines de milliers d'obus se sont réduites à néant. Le plan du président Pavel de fournir à l'Ukraine des obus achetés sur le marché international des armes est devenu une mauvaise blague, comme nous l'avions prédit. L'Union européenne a affirmé qu'elle allait produire 1,7 million d'obus,
dont la plupart seraient fournis à l'Ukraine cette année. Il semble qu'ils ne pourront même pas produire un tiers de cette quantité, et personne ne pense qu'ils peuvent en produire plus. L'Allemagne réduit de moitié le soutien militaire qu'elle fournira à l'Ukraine l'année prochaine, parce qu'elle fait face à une crise budgétaire. La situation en France semble incroyablement compliquée. La situation aux États-Unis semble incroyablement compliquée. La Grande-Bretagne épuisée et incapable d'en faire beaucoup plus. Donc, tout indique la nécessité de négociations. Ce que fait Zelensky, c'est amener son peuple à dire au New York Times qu'il cherche un plan pour négocier. Il dit à son peuple de répandre des histoires sur la manière dont la Russie sera très gentiment et généreusement invitée à la prochaine conférence de paix. Tout cela me semble être que l'Ukraine, ou plutôt Zelensky lui-même, gagne du temps, espérant que quelque chose se produira quelque part. Ils disent aujourd'hui à The Economist qu'ils pensent à nouveau que la Russie est presque à court d'armes. Vous vous souvenez de ça? Nous avons déjà entendu cela. Il y a un grand article aujourd'hui dans The Economist disant que la Russie est presque à court d'armes et que ses stocks de chars et de véhicules de combat d'infanterie sont épuisés. Nous en parlerons dans les 20 prochaines années. Exactement. Quoi qu'il en soit, apparemment, il s'accroche à toutes sortes d'espoirs. Je ne pense pas que Zelensky veuille vraiment des négociations. Mais le fait qu'il y ait ces discussions montre à quel point la situation est désespérée et à quel point la pression pour mettre fin à la guerre en Ukraine est devenue grande. Alors, que va faire Zelensky? L'Ukraine est en train d'être écrasée. Oui. Y a-t-il une sorte de plan de l'OTAN ou de l'Occident collectif? Ont-ils un plan? Il parlait d'une zone d'exclusion aérienne dans l'ouest de l'Ukraine. Il parlait de terrains d'aviation dans l'ouest de l'Ukraine, d'où les F-16 décolleraient. Ils ont parlé d'isoler la Crimée. La France parlait d'envoyer des troupes à Odessa. Ont-ils un plan? Y a-t-il quelque chose qui va sauver Zelensky? Est-ce pour cela qu'il garde espoir? Non, je pense qu'ils n'ont jamais eu de plan. Je ne pense pas que l'OTAN ait jamais eu un plan. Je pense qu'ils ont eu divers stratagèmes, comme isoler la Crimée en bombardant l'endroit avec des missiles. Seulement, ça n'a pas vraiment fonctionné. La dernière histoire est que les lancements de missiles sont détruits par les Russes là où ils se trouvent, parce que les Russes ont maintenant une surveillance complète de la zone avec leurs drones. Donc ils retirent en fait les missiles. Cela n'a pas non plus fonctionné. L'idée d'envoyer des troupes françaises et autres en Ukraine est également impopulaire. Le public européen a montré à plusieurs reprises lors des élections qu'il est fermement opposé à cette idée aussi. Donc je ne pense pas qu'ils aient un plan. Le stationnement des avions de chasse en Roumanie et en Pologne a également reçu de fortes mises en garde de la part des Russes. Le Pentagone n'est pas enthousiaste à cette idée, car il ne veut pas entrer en conflit avec les Russes. L'idée de la zone d'exclusion aérienne que Zelensky a évoquée lorsqu'il est allé en Pologne impliquait que les Polonais abattent des missiles au-dessus du territoire ukrainien. Les Polonais ont clairement été pris de court, mais le Pentagone leur a de nouveau dit qu'ils n'étaient pas intéressés par cela. En conséquence, les Polonais ont fait marche arrière. Donc, je ne pense pas qu'ils aient un plan. Dans la mesure où Zelensky a un plan, c'est celui-ci. Premièrement, tenir aussi longtemps que possible dans l'espoir que quelque chose se produise. Peut-être que les Russes manqueront de chars. Peut-être que Poutine tombera vraiment malade d'un cancer. Peut-être qu'il y aura de grandes manifestations en Russie.
Qui sait? Mais je pense que même Zelensky, dans ses moments de calme, réalise que rien de tout cela n'est très probable. Donc je pense qu'il veut tenir jusqu'à la fin amère. Quand il sera clair que tout va s'effondrer, il va essayer de faire ce que Ghani a fait en Afghanistan et Thieu au Vietnam. Il va monter dans son avion et voler avec ses mallettes et valises vers l'Occident et les États-Unis, et peut-être espérer qu'il pourra y établir un gouvernement en exil. Je pense que c'est en fait son plan. Je ne pense pas quelque chose de plus sophistiqué ou réfléchi que cela. I don't think he has anything more sophisticated or planned or thought through than this. He probably calculates that his prospects. Il calcule probablement ses chances de survie de deux manières, physiquement et politiquement. S'il parvient à créer une sorte de gouvernement en exil, il a, en quelque sorte, survécu politiquement. Il peut encore recevoir des financements de la part des gouvernements occidentaux qui le soutiendraient. Même si les gouvernements occidentaux perdaient intérêt, il y aurait probablement encore des ONG, des philanthropes et d'autres qui pourraient fournir un soutien. Donc, je pense que, pour lui, personnellement, cela fonctionnerait mieux que d'essayer de mener une négociation, ce qui mettrait sa vie en péril et entraînerait une disgrâce politique complète. Donc je pense que c'est ce qu'il va faire. Oui, un gouvernement en exil est aussi un type d'acte, selon le manuel de Zelensky. Cela signifierait qu'il ne recevra peut-être pas des milliards de dollars, mais il obtiendra des centaines de millions de dollars. Donc, j'imagine qu'il pense que c'est la meilleure solution pour lui. Je peux certainement voir cela comme son plan de jeu, mais il faut bien le synchroniser. Il faut attendre jusqu'à la toute fin, juste avant l'effondrement, pour monter dans son avion avec ses valises remplies d'argent et partir. Il va devoir très très bien synchroniser cela. Oui, il a eu de nombreux exemples. Batista à Cuba, Vietnam, Ghani à Kaboul, ils l'ont tous fait. Et il doit choisir sa destination. Il doit également choisir la bonne destination, où il sera protégé pour établir ce gouvernement en exil. Lavrov est à New York. Il assistait à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU et il a dit des choses intéressantes sur l'Ukraine. Il a parlé de l'échec et de l'effondrement de l'Ukraine et de la manière dont cela affectera l'OTAN. Quelles sont vos pensées sur ce que Lavrov a dit? Oui, je pense que la première chose à dire est que Lavrov ne croit clairement pas en ces ouvertures ukrainiennes. Cela me semble absolument évident d'après ce qu'il disait. En gros, le point de vue de Lavrov est que les puissances occidentales ont utilisé l'Ukraine, que l'Ukraine a échoué et qu'elles espèrent la mettre de côté. Cependant, elles ne pourront pas le faire sans que cela ait un impact massif sur leur propre crédibilité et leur capacité à fonctionner en tant qu'organisation future. Et je pense qu'il a raison. Il a dit que le récit suggérant que si l'Ukraine perd, la Russie envahira l'Estonie et les États baltes et pénétrera sur le territoire de l'OTAN est une manipulation. Selon Lavrov, la vérité est que si l'Ukraine perd, ce seront les États baltes et d'autres États membres de l'OTAN qui perdront confiance en l'OTAN et en la protection des États-Unis, de leur pays, sous le parapluie de l'OTAN. Ils commenceront à quitter l'OTAN, ce qui conduira finalement à l'effondrement de l'OTAN et de l'Union européenne. Que pensez-vous de cette réflexion? Il a tout à fait raison. Si l'OTAN échoue en Ukraine de manière aussi spectaculaire, cela aura des conséquences significatives. Rappelez-vous, l'Ukraine est un grand pays avec une grande population et une grande armée, fortement renforcée, entraînée et soutenue par les puissances de l'OTAN. Si l'OTAN ne peut pas gagner et vaincre les Russes en Ukraine, il n'y a absolument aucune chance qu'elle puisse vaincre les Russes dans les États baltes.
Si les jeunes Britanniques, Allemands, Français et Italiens ne sont pas prêts à se battre pour l'Ukraine, ils ne seront pas prêts à se battre pour les États baltes non plus. La génération actuelle de dirigeants baltes refusera probablement d'accepter cette réalité. Mais les futures générations de dirigeants baltes pourraient commencer à comprendre cela. Bien que je pense que les attentes de Lavrov selon lesquelles ils quitteront tout l'OTAN sont un peu exagérées, il ne fait aucun doute que la défaite en Ukraine, surtout à l'échelle que nous sommes sur le point de voir, va gravement nuire à la crédibilité de tout le système de l'OTAN. Il se pourrait qu'il ne survive finalement pas à cela. Cela va saper l'OTAN de deux manières. Premièrement, de la manière dont Lavrov en parlait, des pays comme la Finlande, les États baltes et la Suède vont maintenant se demander, les États-Unis vont-ils vraiment nous défendre contre les Russes? Il ne devrait pas être, peut-être, au lieu de repenser ce que nous avons fait au cours des 30 dernières années, nous devrions plutôt regarder vers les Russes. Donc il y a cet effondrement de crédibilité. Mais l'autre problème que je pense que les gens ne remarquent pas, c'est que pour beaucoup de personnes aux États-Unis, il est maintenant clair à quel point ces engagements sans fin que la bureaucratie de l'OTAN a imposés aux États-Unis sont dangereux. La plupart des Américains ne veulent pas combattre les Russes en Ukraine. La plupart des Américains ne veulent probablement pas non plus combattre les Russes dans les États baltes. Nous allons commencer à voir un éloignement de l'OTAN parmi le public américain également. Et pas seulement le public américain, mais aussi la classe politique. Cela joue un rôle clé, je pense, dans la montée de Donald Trump. En fin de compte, n'est-ce pas la crainte que l'argent se tarisse pour l'OTAN? La plupart des financements proviennent des États-Unis. Si l'OTAN cesse de s'étendre et se contente de se contenir, il n'est plus nécessaire de continuer à l'alimenter avec autant d'argent. S'il n'y a pas d'argent pour l'OTAN, il n'y a pas d'argent pour tous les bureaucrates dans et autour de l'OTAN, ainsi que pour les think tanks et les ONG qui y sont associés. La grande crainte, au bout du compte, pour le complexe militaro-industriel, n'est-elle pas que si l'OTAN cesse de s'étendre, cela signifie qu'il n'y a plus d'argent injecté dans l'OTAN? Et c'est mauvais pour toutes ces entités qui se nourrissent du système OTAN. Absolument. Quel est le but de l'OTAN maintenant? L'OTAN a été créée à l'origine dans les années 1940 pour résister à l'Union soviétique, qui était alors la superpuissance montante en Europe. Elle était dirigée par Joseph Staline. L'armée rouge était la plus grande armée du continent européen. L'Union soviétique était à l'avant-garde d'une idéologie révolutionnaire qui se répandait à travers l'Europe. On pouvait donc soutenir de manière convaincante qu'il fallait une alliance pour contenir tout cela. C'était le but de l'OTAN pendant toute la guerre froide. Après la fin de la guerre froide, l'OTAN a acquis un nouveau but. Elle est devenue un soutien et un instrument de la puissance hégémonique. Appelons-la les États-Unis, ou si vous préférez, la vision néoconservatrice des États-Unis. Donc, l'OTAN est en expansion constante. Il intègre de plus en plus de pays et les lie au système de Washington. Les néoconservateurs en ont la charge globale. De nombreuses personnes en Europe en bénéficient. Il y a un flux constant d'argent et de financement. La logique inhérente à ce type d'OTAN très différente de l'OTAN d'autrefois est qu'il s'étend constamment. Il s'étend en Europe et en Eurasie. Il isole et finit par détruire les pays que les néoconservateurs identifient comme l'ennemi. D'abord la Russie, puis la Chine. Il finit par s'étendre également à la région Asie-Pacifique. Si l'OTAN ne peut plus faire cela, si l'OTAN est arrêtée,
Si tout le processus d'expansion de l'OTAN prend fin, s'il est isolé en lui-même, eh bien à quoi sert-il finalement? Parce qu'il n'est plus un mécanisme efficace pour étendre le pouvoir néoconservateur. Donc à ce moment-là, il perd son deuxième objectif. Et il n'y en aura pas réalistement un troisième. Donc tout commence à se réduire. Il y a moins d'intérêt à lui fournir de l'argent, du soutien et du personnel. Il y a moins d'intérêt à créer cette vaste gamme de think tanks, de publications, d'ONG et d'agences qui gravitent autour et se nourrissent de l'argent que les contribuables américains fournissent. Il y a en Europe des discours courageux sur le maintien de l'OTAN sans les États-Unis, ce qui est une idée ridicule. Il est absolument absurde de penser que cela puisse arriver. Le but même de l'OTAN était d'avoir les États-Unis en Europe. C'est juste une idée stupide. Sans expansion perpétuelle, l'OTAN mourra tôt ou tard. Elle se transformera d'abord en une organisation zombie qui n'a aucune fonction réelle, puis elle mourra progressivement parce que les gens ne la prendront plus au sérieux. L'argent cessera progressivement. Les institutions disparaîtront. Les exercices diminueront. Les gouvernements d'Europe de l'Est commenceront à conclure leurs propres accords avec les Russes et d'autres, et l'ensemble finira par imploser sur lui-même. Et le monde sera un endroit bien mieux. Absolument. D'accord, nous allons terminer la vidéo ici. theduran.locals.com. Nous sommes sur Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin et Twitter. Et rendez-vous à la boutique The Duran pour acheter des articles en édition limitée. Le lien est dans la boîte de description ci-dessous. Prenez soin de vous. Take care.